Ces jours-ci, un homme. Mon Dieu, un malheureux homme de lettres. Car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Ces mots forts, puissants, sont ceux de Victor Hugo. Non pas Victor Hugo, l'écrivain des Misérables, mais Victor Hugo, le parlementaire, qui, en 1849, à la tribune de l'Assemblée nationale, dénonce la pauvreté au moyen d'une figure de style très puissante qui est l'hypotypose, c'est-à-dire la description au service de la conviction. Finalement, la parole, pour convaincre, peut aussi mobiliser la description et la narration. Chez Victor Hugo, le politique prend le relais de l'écrivain. Il y a dans la richesse du vocabulaire, dans le discours, quelque chose du romancier qui affleure, et c'est quelque chose que l'on peut tous faire dans nos prises de parole, c'est d'écrire une situation concrète parce que cela frappe. L'idée peut être abstraite, bien sûr, mais si elle prend pied sur une réalité concrète que l'on peut faire vivre, que l'on peut faire ressentir, eh bien, elle est d'autant plus forte. Et c'est là le génie de l'écrivain Hugo devenu orateur Hugo. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Tout le génie de Victor Hugo est ici dans la précision de la description. Vous voyez tous ces mots que l'on appelle des déictiques, c'est les mots qui désignent. C'est voici, voilà, c'est tout proche, c'est dans Paris. Et les mots de description eux-mêmes sont extrêmement précis. Voici un cloaque, voici des monceaux, voici des chiffons. On ne peut pas ne pas être insensible à la précision de ce vocabulaire qui est bien pour le coup celui de l'écrivain génial qu'il est par ailleurs, et cette description-là vaut finalement 1000 abstractions, parce que l'on touche du doigt ce charnier de Montfaucon, ce repoussoir, ce bidonville avant l'heure en réalité, et on ne peut qu'être saisi d'effroi par cette description qui sert magnifiquement la thèse que soutient Victor Hugo, à savoir la lutte contre la pauvreté. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Ici, Victor Hugo joue sur les sens des gens qui l'écoutent. Il joue sur les odeurs, il joue sur les bruits, il joue sur les images. Et tout cela est mobilisé au soutien de la conviction. Lorsque vous décrivez pour convaincre, passez par les 5 sens. Pensez-y. Vous voulez ne serait-ce que convaincre quelqu'un de partir avec vous en vacances quelque part. C'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce que fait Victor Hugo. Non pas le repoussoir, mais au contraire, l'accro vers une destination. Eh bien, vous allez expliquer qu'on y mange merveilleusement, que les odeurs sont formidables, que les paysages sont merveilleux. Et donc, vous allez passer par les 5 sens. Quand vous êtes dans cet exercice de description, pensez à mobiliser les sens de votre auditoire, et c'est ici ce que fait Victor Hugo avec une précision chirurgicale du lexique. Vous savez, dans la langue française, il y a environ 60 000 mots dans un dictionnaire classique. On en utilise environ 20%. Allez chercher dans les autres 80% ce que l'on n'utilise pas. Soyez des écologistes des mots. Il y a des mots qui sont en voie de disparition parce qu'on ne les utilise pas. Et si vous les utilisez, vous allez les faire revivre comme des espèces protégées. Et donc,
Essayez de lire une page de dictionnaire tous les jours. Prenez des notes sur un petit carnet. J'ai le mien, mon petit carnet lexical. Et je vous donne un petit truc, c'est que si vous avez découvert un mot, eh bien, le lendemain, forcez-vous à l'utiliser 2 fois dans une phrase. Et vous verrez, il fera désormais définitivement partie de votre bagage lexical. Et vos descriptions seront d'autant plus riches, peut-être même comme celle de Victor Hugo. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est le mot coruscant. Alors, je ne sais toujours pas l'orthographe, mais je connais le sens, ça veut dire brillant. Et donc, coruscant, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, et plutôt que de dire d'une personne qu'elle est brillante, si vous dites qu'elle est coruscante, ça fait un peu prétentieux, c'est vrai, mais ça fait cultiver. Scénariser, pour accrocher son auditoire, c'est bien sûr d'écrire, mais c'est aussi raconter. Et vous en avez tous fait l'expérience. Au milieu d'un exposé un peu aride et un peu abstrait, on vous a raconté une histoire. Et c'est la seule chose que vous avez retenue. Parce que l'histoire, c'est facile, c'est attrayant, il y a un suspense. Même dans la voix, on raconte « il était une fois », un peu comme les conteurs, et on est immédiatement accroché par une histoire, aussi parce que ça incarne une idée abstraite. Si l'histoire est vraie, eh bien l'argument que je voudrais soutenir en utilisant cette histoire est vrai lui aussi. Et donc il y a là une fonction support de l'histoire qui est tellement importante. Jésus l'avait bien compris, lui qui parlait en parabole, et d'ailleurs le mot parole n'est autre que la réduction du mot parabole, mais plus près de nous, un autre orateur absolument génial l'a retenu, c'est Barack Obama. This election had many firsts and many stories that will be told for generations, but one that's on my mind tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She is a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election, except for one thing. Ann Nixon Cooper is 106 years old. She was born just a generation past slavery, a time when there were no cars on the road or planes in the sky, when someone like her couldn't vote for 2 reasons, because she was a woman and because of the color of her skin. And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America, the heartache and the hope, the struggle and the progress, the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed, yes, we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes, we can. Vous aurez très certainement reconnu le fameux discours de Barack Obama le 4 novembre 2008, Yes We Can, dans lequel il convoque cette personne, Ann Nixon Cooper, 106 ans, parce qu'elle a été le témoin de toutes les grandes aventures du dernier siècle américain et qu'elle incarne cette idée de « oui, nous le pouvons ». Il y a là une autre figure de style qui est indissociablement liée au storytelling. Pardon, elle est compliquée à dire, c'est une synecdoque. Une synecdoque, c'est prendre la partie pour le tout. Et donc, c'est prendre Ann Nixon Cooper comme le symbole des États-Unis d'Amérique. Elle incarne à travers son histoire personnelle l'histoire des États-Unis d'Amérique, ou en tout cas de leur dernier siècle. Et c'est cela qui est fort dans la narration, dans la péripétie du récit, c'est que le récit individuel sert la démonstration globale. Le récit peut être évidemment purement personnel, mais il est encore plus fort s'il vient au service d'une thèse. C'est ce que l'on appelle un argument par induction. Je prends une situation individuelle et j'en déduis des conséquences générales. Pensez-y, racontez des histoires, racontez encore et toujours. C'est ce que l'on retient et c'est ce que l'on aime. Pour notre rubrique « À refaire chez vous », je vous propose une technique que j'appelle la technique de l'éléphant rose. Pourquoi ? Parce que lorsque vous racontez une histoire, vous avez parfois tendance à la raconter un peu telle qu'elle a été vraiment vécue. Et si vous dites à quelqu'un, tu sais, j'ai vu un éléphant gris, il va vous dire, oui, c'est intéressant. Mais si vous faites un effort de mise en scène de votre propre histoire, et que vous lui dites, tu sais pas, j'ai vu un truc incroyable hier, j'ai vu un éléphant rose. Là, la personne va être fascinée par votre histoire. Donc l'histoire, elle n'est pas intéressante
en elle-même, elle est intéressante par la façon dont vous la racontez, en créant des ruptures, en mettant des adverbes de mélioration. C'est formidable, c'est incroyable, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est tragique, ce que vous voulez, mais mettez des adjectifs qui donnent à cette histoire un surcroît de drame. Et là, vous aurez une vraie histoire avec un éléphant rose. Donc, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. Vous allez me raconter votre dernière soirée d'anniversaire, d'une part avec un éléphant gris, comme elle s'est vraiment passée, et d'autre part avec un éléphant rose, comme vous auriez rêvé qu'elle se passe. À vous. Maintenant que vous êtes des experts de la narration et de la description, il vous reste une dernière clé que je voudrais vous donner, c'est s'adapter à son public. C'est l'épisode 5.